Quelques secondes. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, on va démarrer. Bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé Quelles attentes des salariés post-réforme des retraites. Et en fait, on va restituer une étude qui a été menée par PrediLife et Ipsos. Et j'accueille Anne. Salut Anne. Salut Christophe, merci de m'accueillir ce matin. Pour ceux qui rentrent de vacances, en fait, vous démarrez très bien la semaine. Donc avec ce nouveau webinar, en fait, sur les nouvelles attentes des salariés suite au recul de l'âge de départ à la retraite. De nombreux enseignements que je vais vous partager assez rapidement. Bon, d'abord, tu vas te présenter. Qui est PrediLife? Alors, PrediLife, nous sommes les pionniers de la médecine prédictive en France. Donc, notre mission, c'est de prédire le risque de survenance des maladies redoutées. Pour les prévenir au mieux, on accompagne en fait les entreprises dans le bien-être et la performance de leurs collaborateurs en mettant en place des bilans prédictifs ou des bilans de santé. L'objectif, évidemment, c'est de renforcer le bien-être de vos collaborateurs, renforcer l'expérience collaborateur et diminuer les arrêts maladie. Nous avons différentes offres. Ce sont des offres en fait clés en main qui sont accessibles partout en France. Des bilans de santé et bien-être. Donc les bilans prédictifs, il s'agit de prédire le risque de chacun de développer les principales maladies graves que sont les cancers et les maladies cardiovasculaires afin d'adapter un protocole de suivi personnalisé à son score de risque. Donc grâce à nos examens, vos collaborateurs ont leur score de risque de survenance de la maladie et peuvent agir avant que la maladie ne se déclare pour faire en sorte que soit elle est dépistée très en amont, soit la maladie ne se déclare pas. Nous avons aussi des bilans de santé pour faire un point sur sa santé et évaluer les facteurs de risque pour réduire la survenance de la maladie. Et enfin, un bilan nutrition, car comme tout le monde le sait, la première des médecines, c'est l'alimentation. Et nous vous accompagnons dans toute cette mise en place avec des packs de communication prêts à l'emploi et totalement personnalisables. L'objectif de ces packs de communication, c'est vraiment pour relayer votre action, embarquer tous vos collaborateurs lors d'un webinar ou d'une conférence de lancement sur la prévention des maladies et des cancers, avec des emailing, des affiches et des flyers. Voilà pour la présentation de PrediLife, Christophe. Top. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, une enquête qui a été menée auprès de 1500 salariés, donc toute tranche d'âge, toute catégorie, sexe, âge, région, CSP, et qui a été réalisée de janvier. Qu'est-ce À que tu as dit? février. À À février. février, exactement. Alors, 3 grands enseignements, je te laisse les présenter. Alors, en fait, pourquoi déjà je vais reprendre, en fait, un petit peu la genèse de cette enquête en 2 secondes. Ce qu'on peut se dire, c'est que la relation, en fait, au travail a été bouleversée. Les entreprises dont vous faites face, à certains enjeux et notamment vous, DRH ou RRH, notamment à l'augmentation des arrêts de travail, hein. Il y a des études, nombreuses études qui sont sorties pour montrer qu'il y a une progression notoire ces dernières années. Enfin, il y a un taux de désengagement, des collaborateurs et des salariés qui est important et vous avez aussi un enjeu d'attractivité et de fidélisation de vos salariés. On a voulu avoir l'impact des changements sociétaux tels que la réforme des retraites sur les salariés et les attentes, qu'elles avaient vis-à-vis de votre entreprise. Et l'année dernière, on avait déjà mené une enquête pour savoir la prévention santé, quelle était sa place ou la santé au sein de l'entreprise. Et donc là, on avait vu qu'unanimement, salariés et grands dirigeants ou DRH étaient d'accord pour dire que l'entreprise devait se saisir de la santé et était légitime en fait pour se saisir de la santé et que surtout, en fait, la santé était vraiment un axe fort pour renforcer la performance de l'entreprise. On avait vu aussi qu'il y avait des demandes qui étaient fortes des salariés, qu'elles étaient peu ou pas couvertes, faute de budget, parce que les entreprises n'avaient pas de budget dédié. Donc, dans les 3 grands enseignements, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va scinder en fait cette nouvelle enquête en 3. La première, c'est on va faire un point sur l'état d'esprit actuel des salariés français. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont stressés ou pas? Quels ressentis ont-ils sur l'allongement de la durée de travail? Est-ce que ça génère de l'inquiétude? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Et enfin, quelles sont les actions qui sont attendues de leur part, de leur direction ou de l'entreprise? Quel rôle l'entreprise dans cet, allongement de la durée du travail? Top.
Alors sur le premier axe, bien-être et action santé, attente affirmée pour des salariés évoluant dans un environnement professionnel surmenant. Pour voir si vous êtes bien réveillé, j'ai une petite question à vous poser. Comme ça, on va voir si vous êtes dans les mêmes chiffres que l'étude. Comment vous sentez-vous au travail? Je suis souvent stressé, rarement, quelquefois, jamais, ou je suis stressé en permanence. Là, je vois qu'on est 71. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Là, on est 46. Allez-y, continuez. Je vous stresse un peu pour répondre, hein. Ça fait partie de l'enquête. Allez, on a 55 personnes qui ont voté. Qu'est-ce que ça donne? 57. Alors déjà, première chose, personne ne dit je ne suis jamais stressé. Donc on a une majorité de quelques fois stressés, mais on a quand même 20% qui sont quand même assez stressés. Bon, on va dire que les gens sont quand même assez stressés dans l'ensemble. Voilà, donc eh beh, écoutez, vous êtes, parfaitement en ligne avec, les personnes qui ont répondu à l'enquête. D'ailleurs, en fait, ça pouvait être des salariés comme vous. Aujourd'hui donc, on a parlé d'un environnement de travail parfois surmenant. C'est un qualificatif que les salariés emploient. Aujourd'hui, déjà, la première chose, c'est que seulement 44 des salariés se sentent à la fois bien et motivés dans leur travail. Et ça décroît en fait en fonction de l'âge et vous le voyez en fait sur le graphe sur la gauche, 48 c'est plutôt les 18-34 ans qui se sentent mieux dans leur travail que les plus âgés. Enfin, eh bien, vous êtes comme les salariés, une grande majorité puisque c'est quasiment 100 93 des salariés français ressentent du stress dans leur activité professionnelle et ce qui est important aussi, c'est que 52 estiment que le niveau de stress a augmenté au cours des 2 dernières années et c'est encore plus significatif pour les femmes, puisqu'elles estiment que c'est à hauteur de 57. En cause de stress, et peut-être c'est la même chose pour vous, la première chose, c'est la surcharge de travail pour 45. La deuxième, c'est un manque de reconnaissance et d'avancement de carrière pour 41. Et la troisième cause qui n'est pas notée là, c'est la mauvaise gestion et le turnover, et qui va d'ailleurs avec la surcharge de travail. Alors c'est marrant parce que tu vois, 48% des 18-34 qui sont, on va dire, les plus motivés. Dans l'étude Hemming là, qui vient de sortir sur l'absentéisme, c'est cette tranche d'âge qui a la plus forte augmentation en termes d'arrêt maladie de longue durée. Donc il y a un vrai paradoxe en fait qui démontre également que pour cette tranche d'âge, il y a quand même un stress malgré tout qui n'est pas forcément lié à l'entreprise, mais qui est lié, on va dire, à l'ère post-Covid de manière générale, qui est beaucoup plus instable, beaucoup plus complexe à vivre, hein. On sait, hein, notamment avec notamment l'inflation, c'est plus dur aujourd'hui pour un jeune d'accéder à la propriété, c'est plus dur. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont hors entreprise qui viennent ajouter à ces facteurs. Et puis la deuxième catégorie, effectivement, on a le plus d'absentéisme aujourd'hui, c'est les plus de 51 ans, en termes Voilà, d'arrêt de longue durée. ouais, donc on en reparlera, mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, vous le verrez dans la fin de l'étude, ont surtout peur en fait d'être en burn-out. Donc et c'est une catégorie en effet qui a ce type en fait de pathologie. Donc des salariés français qui sont pas en grande forme finalement, et donc en fait c'était important déjà de voir dans quelle disposition, mentale en fait ils étaient. Quand on leur a posé la question, on a vu que la moitié des salariés qu'on avait quasiment interrogés, étaient en télétravail. Alors outre, hein, les aspects positifs, hein, qu'on connaît, le gain dans les transports, une meilleure organisation, en fait, vie pro, vie perso. En tout cas, on voit qu'il y a des conséquences, assez négatives et qui sont davantage vues chez les plus jeunes. Ils ont davantage conscience des impacts négatifs, que les plus âgés. Alors, on voit en fait que le télétravail, il augmente l'amplitude horaire pour 56 d'entre eux, entraîne plus de grignotage,
Ça nous permet de faire moins d'activité physique et ça réduit le nombre de pauses. Alors, c'est intéressant de le mettre dans le décor parce que tout ça, malheureusement, eh bien, ça renforce les facteurs de risque, puisque si vous faites moins de sport, si vous vous alimentez moins bien, ce sont 2 facteurs de risque de survenance, en fait, des maladies. Donc, important en fait de voir qu'à ce stade, il va être aussi, essentiel pour l'entreprise de communiquer sur ce type d'action, sur comment je m'alimente quand je suis en télétravail, quelle posture en fait quand je suis en télétravail, comment est-ce que aussi je rythme mes journées quand je suis en télétravail parce que j'ai moins d'interactions, je me lève moins pour aller voir mes collègues puisque j'ai pas de collègues, hein, je suis, souvent, face à mon écran et face à mes collègues. Donc voilà, donc il y a aussi toute une éducation et un accompagnement des salariés en télétravail et on a tendance un peu à l'oublier. On l'a beaucoup fait pendant le Covid, parce qu'on a tous été forcés. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait, voilà, il faut que ça reste quelque chose en fait dans les actions qui sont mises en place par l'entreprise. Alors il y a d'autres facteurs, hein. J'ai lu des études qui montrent aussi qu'un fumeur va beaucoup plus fumer en télétravail, que la consommation de café augmente également. Tout simplement parce qu'au bureau, on n'a pas le droit de fumer et chez soi, on fait ce qu'on veut. Donc il y a d'autres effets négatifs, hein, que le grignotage, le manque d'activité physique. Il L'étude montrait qu'en fait, tous les vices sont exacerbés en télétravail. Ouais, intéressant. Je sais pas si c'est intéressant, mais c'est c'est pas C'est une bonne nouvelle. intéressant comme si, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit tous les aspects positifs et c'est vrai qu'il faut aussi être conscient des aspects négatifs et comment l'entreprise peut justement, communiquer ou faire de la prévention sur ces sujets. Ensuite, on leur a demandé, quand ils ont choisi leur entreprise, quels étaient leurs critères de choix et qu'est-ce qui les faisait rester au sein de leur entreprise? Et donc là, ça a été une grande surprise, même si l'année dernière, on avait déjà vu en fait ce critère de choix, qui était arrivé sur, les actions mises en place par l'entreprise pour prendre soin des salariés dans le top 2 en fait des actions. On voit aujourd'hui que dans les critères de choix des salariés, le premier critère et ça c'est, on va dire sans surprise, c'est les conditions de travail, hein, l'équilibre, l'accès au télétravail, l'environnement de travail, le salaire et cetera pour 92. Les valeurs de l'entreprise qui sont importantes et qui sont encore plus importantes pour la nouvelle génération. Vous le voyez, en fait, c'est tous les petits chiffres que j'ai mis en vert. En troisième position, c'est les actions mises en place par l'entreprise pour prendre soin des salariés et on leur a bien posé la question hors mutuelle, hors prévoyance, hors tout ce qu'ils connaissaient déjà et en quatrième position, c'est les avantages type, dotation, type chèque cadeau, titre repas, chèque culture et cetera. Dans les critères de fidélisation, et là, on voit que l'entreprise va avoir, des choses à faire. Les conditions de travail restent le premier critère de fidélisation. Mais en numéro 2, à ex aequo avec en fait, ce que vous connaissez bien qui sont les titres repas, une cantine d'entreprise, des chèques cadeaux souvent qui sont donnés par le CSE, des chèques culture et tout le reste, vient les actions pour prendre soin des collaborateurs. On prend pas enfin on là, pour prendre soin, on ne parle pas du tout de je mets un baby-foot dans mes locaux où j'organise en fait une soirée pétanque. Là, on est sur des actions en fait qui sont, beaucoup plus profondes, hein. C'est vraiment des actions santé ou en tout cas des actions en fait autour du sport, donc vraiment, un peu plus que je mets juste en fait une petite, coupelle, de fruits, au sein de mon entreprise. Donc là, on se rend compte que véritablement, les salariés ont ces critères de choix et de fidélité en tête et ce qu'on va voir, c'est que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est quasiment pas adressé ou en tout cas que partiellement. Le sport a été un peu adressé pendant le Tout à Covid. fait, ouais et il est encore d'ailleurs. Il est encore, hein, pas mal de structures, mettent en place des choses, pour le sport, pour favoriser la pratique du sport en entreprise ou ailleurs. Donc à la fin, finalement, on leur a dit: «Bah, dans ce contexte, hein, vous vous êtes, surmenés, vous êtes pas en grande forme. Pour vous, quelle est la priorité de l'entreprise?» La première priorité, c'est pour 46 c'est augmenter le bien-être au travail. Donc là, on ne dit pas, en fait, le bonheur au travail, c'est le bien-être. Donc comment je me sens bien dans mon travail? Donc ça passe par tout un tas de choses, hein. C'est le management bienveillant, enfin, il y a tout un tas de choses autres que la santé, hein. Améliorer les conditions de travail, hein, donc gestion, télétravail, équipement, fidéliser les collaborateurs pour 34 et enfin améliorer l'importance accordée aux relations humaines qui arrive en fait un peu plus bas à 31. Voilà pour ce chapitre, hein, que j'ai fini. Donc ce qu'on peut dire en fait en résumé, hein, je vous ai déjà résumé à peu près, c'est que voilà, seuls 44 des salariés français, se sentent bien et motivés.
bah, la totalité se sentent, stressées, avec une augmentation notoire ces 2 dernières années, puisque c'est à hauteur de 52. Les femmes sont plus stressées que les hommes, puisqu'elles estiment qu'elles ont, eu plus de stress. Je pense que la charge mentale y est pour beaucoup, elles cumulent en fait les charges mentales. Enfin, on voit que dans les critères de choix et de fidélité, aujourd'hui, les actions pour prendre soin des salariés, ce sont un critère qui est devenu incontournable dans le top 3. Et dans ce contexte, 46 souhaitent que l'entreprise améliore le bien-être au travail. Voilà en tout cas pour l'état des lieux aujourd'hui, des salariés français, et de leurs attentes, hein, et comment est-ce qu'ils voient le choix de leur entreprise et pourquoi est-ce qu'ils y restent. Alors, n'hésitez pas hein, en commentaire à nous dire, vous, si vous avez mis des actions en place en entreprise. Il y a Aurélie qui nous dit faire venir un ostéo en entreprise pour faciliter l'accès sur les horaires de travail. Catherine nous dit, pouvez-vous rappeler la taille de l'échantillon? 1500 Alors, personnes. voilà, 1500, ouais, vas-y. 1 500 personnes, 18-64 ans, toutes en activité, entreprise privée ou semi-privée, tout type de CSP représentative en fait des salariés français. Et donc, ça a été fait en ligne, un questionnaire qui durait une vingtaine de minutes. Et donc, on n'a pris que les questionnaires qui sont allés jusqu'au bout, donc les 1500 personnes. Valérie nous dit, comment définissez-vous la notion de bien-être? Alors c'est très large, hein, c'est pour ça quand je disais bien-être, je pense que ça passe, par en fait un management bienveillant, ça passe par, l'équipement, ça passe par des locaux, ça passe par toutes les conditions de travail, ça passe par, toutes les actions en fait qui renforcent, le sentiment d'appartenance et qui renforcent en fait l'expérience collaborateur. C'est extrêmement vaste comme sujet, hein. L'année dernière, on avait, demandé finalement quelles étaient les attentes des salariés français, en matière de prévention, de santé, de bien-être au travail. On va avoir là quel est le ressenti et l'impact de l'allongement de la durée de travail, parce qu'on sait tous qu'on va travailler beaucoup plus tard et donc jusqu'à 64 ans, en tout cas sur cette réforme-ci, mais on sent qu'on risque peut-être de travailler encore plus tard et qu'il risque d'y avoir en fait un second round en fait à cette réforme. Donc la première chose qu'on leur a demandé, c'est: «Est-ce que finalement vous êtes préoccupés par la réforme des retraites?» En effet, ils sont inquiets, face à cette réforme à hauteur de 74 et 80 sont préoccupés par cette réforme parce qu'ils pensent que ça va représenter un risque pour leur santé. Et donc c'est 81 et c'est encore plus vrai chez les femmes. Et c'est encore plus vrai en fait, chez les CSP, type ouvrier, puisque pour eux, ils pensent que ça va encore renforcer, leur risque pour la santé. Hem, je vois qu'il y a des questions, donc je ne sais pas Christophe si tu veux qu'on y réponde, entre temps ou on laisse passer? Non, mais il n'y avait rien de particulier. On nous demande si la présentation va être envoyée après le webinaire Oui. et s'il existe des résultats de sondage pour savoir justement ce que les personnes mettent derrière le terme bien-être. Ouais, alors vous le verrez après parce qu'on leur demande vraiment quelles sont les actions en fait qu'ils privilégieraient, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui au sein de l'entreprise et qu'est-ce qu'ils vont privilégier. Donc vous voyez en fait que le risque pour la santé, c'est pour les femmes à hauteur de 85 pour les ouvriers à hauteur de 86. Qu'est-ce qu'il en ressort en fait et qu'est-ce qu'ils expriment en fait comme risque pour la santé? Ce qui ressort en fait, c'est, l'épuisement, augmentation de l'épuisement, donc pour 66, aborder la retraite en mauvaise forme pour 61. Et ce qui est important en fait et là où l'entreprise, est impactée, c'est à la fois l'augmentation du niveau d'épuisement parce que si on est épuisé, bah, on est moins performant et puis, bah, si on est épuisé, il y a une augmentation du nombre d'arrêts de travail et donc 50 des salariés français estiment qu'il va y avoir une augmentation, des arrêts de travail. Et aussi juste après, juste en dessous des 50, hein, le quatrième item, c'est quasiment pour 40 d'entre eux, une augmentation des maladies redoutées en activité. Donc les maladies redoutées, hein, pour le redonner, c'est les cancers et les maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'on appelle les maladies redoutées. En tout cas, voilà, donc en tout cas, c'est vrai quelque chose qui est très identifié au niveau, en fait, des salariés et après, en fait, voilà, pour eux, l'enjeu, ça va être de,
de maintenir la motivation des collaborateurs. Ce qui est important là sur cette slide, c'est qu'on voit bien que tous les items sont importants. Et c'est vrai qu'en ayant regardé les résultats avec l'Ipsos nous disait c'est rare de voir tous des items qui sont dans un même panier, c'est-à-dire au-delà de 90%. Ça veut dire aujourd'hui que malheureusement, l'entreprise va devoir mixer tous ces items et travailler tous ces items pour faire en sorte de répondre aux attentes en fait, des collaborateurs. Donc, 91%, il faut maintenir leur motivation, adapter les conditions de travail pour tenir compte des capacités physiques des collaborateurs, veiller au bien-être des collaborateurs, maintenir les collaborateurs en bonne santé. Donc, on voit que c'est déjà un item qui est fort, de dire je dois maintenir mes collaborateurs en bonne santé. Donc, ça veut dire que les collaborateurs ont des attentes vis-à-vis d'actions santé pure et dure. Et puis, maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, ça, c'est aussi pour 90%. Et après tout ça, c'est le maintien des compétences, mais qui arrive bien en dessous, et la culture de travail inclusive, puisqu'on est dans les 70-80%. Donc là, on voit en tout cas que le top 5 est à travailler en priorité par les entreprises. On leur a demandé, dans ce contexte, est-ce qu'ils pensaient que le bilan de santé, personnalisé avec un suivi médical régulier, est-ce que selon eux, c'était une solution efficace pour contribuer au maintien à l'emploi? Eh bien, ils sont tous unanimes pour dire que oui, puisque c'est plus de 77%. Et c'est pareil, regardez en fait les résultats selon l'âge. Les 18-34 ans sont beaucoup plus, se sentent beaucoup plus concernés et ont davantage de besoins que les 55-65 ans. Il y a 84% pour les 18-34 ans, pour les 55-65-69 ans. Donc, ce qui veut dire que là, on a vraiment une très forte, on va le voir d'ailleurs par la suite, demande de démocratisation en fait de l'accès au bilan de santé. On sait aujourd'hui que les bilans de santé aujourd'hui sont réservés quasiment uniquement, ou c'est assez rare, parce que ça existe dans certaines sociétés qui le proposent à tous les collaborateurs. Ils sont souvent réservés en fait dans le package en fait des membres du COMEX, CODIR ou top management. Et aujourd'hui, rares sont les entreprises qui permettent à leurs collaborateurs d'avoir en fait accès à des bilans de santé. Donc là, on voit qu'en tout cas, c'est une des réponses que les salariés ont pour dire, en fait, ça va être une solution pour nous maintenir en emploi et en bonne santé. Alors, Isabelle nous dit, la médecine du travail a-t-elle une légitimité sur l'amélioration et les actions? Alors la médecine du travail, alors nous, on commence à travailler avec eux, mais la médecine du travail, en fait, aujourd'hui a des moyens qui sont assez limités. Aujourd'hui, justement, elle renforce en fait aussi, leurs actions auprès des entreprises et par exemple, nous on travaille avec le SIAMT, donc qui est le centre intermédical en fait, qui est le plus gros centre en fait d'Île-de-France, et ils proposent en tout cas à certaines de leurs entreprises, nos bilans prédictifs. Donc, ils le proposaient en fait en test. Et donc, certains, on a pas mal de rendez-vous avec des centres médicaux. Et en tout cas, si vous avez un médecin du travail, parce que certaines entreprises ont une infirmière au travail ou un médecin du travail en fait sur site, évidemment, nous en tout cas, on travaille main dans la main pour mettre en place ce type d'action et voir en fait comment ça s'incorpore, pardon, dans une stratégie en fait de santé au travail et augmenter entre guillemets. Alors, si vous êtes une TPE, la médecine du travail, je peux vous dire qu'elle ne sert pas à grand-chose. Délai moyen d'attente pour une visite, 1 an et demi à 2 ans. Donc, Ouais. oui, je pense que, elle ne sert pas à grand-chose. C'est un problème de ressources, en fait. C'est un problème de ressources et de bande passante, ouais. Ils ont vraiment un problème de ressources, en C'est effet. exactement ça. Ouais. Une autre question, Sylviane nous dit, du coup, vous faites le lien avec la multiplication des déserts médicaux. Absolument. En fait, l'intérêt aujourd'hui, c'est que, on sait que l'accès à des médecins est très compliqué pour certaines personnes. On a un partenaire justement qui nous disait qu'on se rendait compte que, l'accès en fait aux soins médicaux, était, souvent pour les catégories socio-professionnelles qui étaient, plutôt CSP+, et que les CSP- avaient moins accès en fait, à des médecins. Qu'ensuite quand vous êtes en province, en fait, évidemment, et ça tout le monde le sait, c'est pas forcément facile d'obtenir un rendez-vous, ne serait-ce que chez un généraliste, mais à Paris maintenant c'est pareil. Et puis pour avoir accès en fait, à faire une mammographie, ce type de choses, c'est très compliqué. Donc oui, on répond en quelque sorte aux déserts médicaux, on favorise l'accès aux soins et on s'en rend compte, nous, aujourd'hui, dans les bilans qui sont effectués, puisque ça
certaines personnes n'ont pas vu un médecin depuis un certain temps et quasiment, vous le verrez dans l'étude, les Français ne font pas du tout en fait de prévention avec leur médecin et on sait pourquoi. Parce que quand vous allez voir le médecin, c'est pour faire de la curation et pas faire de la prévention. Généralement, si vous allez chez le médecin, c'est que vous êtes malade et parce que déjà vous avez du mal à obtenir un rendez-vous et donc en fait et donc vous n'y allez pas pour faire de la prévention. Mais c'est pas que la Provence, hein. Tu sais, Ouais, je c'est pas reviens réussi ça y est, ça devient, oui, oui, je suis d'accord, hein. ça devient général. Moi, je suis à Ouais. Nogent, par exemple, on est super équipé à Nogent. Tu veux faire une échographie, un scanner, tu le fais dans la semaine ou dans les 5 jours. Ma belle-mère, elle est à Melun. Délai moyen à Melun, un mois et demi pour une radio. Mmh. Tu vois. Et encore, Donc, c'est pas beaucoup parce que nous, on a des et encore, mammographies où ouais, ouais, nous, on a des mammographies, c'est 3 mois. c'est Ouais, pas ouais. beaucoup. Et puis après, quand tu passes en province, tu es à 2-3 mois. Mmh, mmh, mmh. Il y avait une autre question. Dominique ne sait pas ce qu'est un bilan prédictif. Alors, c'est normal en fait parce que pas beaucoup de Français le savent. Aujourd'hui, en fait, on est les pionniers de la médecine prédictive en France. C'est une médecine qui est très utilisée aux États-Unis, en fait, et en Asie. La médecine prédictive, consiste grâce, en fait, à des critères multifactoriels que sont, en fait, un bilan clinique, ça peut être l'histoire familiale, l'histoire environnementale, votre en fait, une mammographie pour les femmes quand on parle du bilan prédictif du cancer du sein, donc en fait, un bilan sanguin, plus en fait un test génétique. Tout ça, en fait, nous permet de prédire le risque de survenance de la maladie. Par exemple, en fait, pour une femme, on peut prédire le risque de survenance de la maladie du cancer du sein grâce, en fait, à toute l'étude de ces critères, en fait, multifactoriels. Donc nous, en fait, on a, été, en fait, en recherche et développement pendant plus de 15 ans. On se sert de l'IA, du big data, de tous ces critères multifactoriels que je vous ai donnés pour prédire le score de risque chez cette femme. Donc, c'est un score de risque qui est complètement personnalisé et faire en sorte qu'en fonction de son score de risque, elle a un protocole de suivi complètement personnalisé. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut l'amener alors qu'elle a 40 ans à lui faire une mammographie tous les ans. Si vraiment elle a un score de risque en fait très élevé, une histoire familiale extrêmement lourde, si elle est extrêmement lourde, elle peut en fait, on peut aller lui faire quelque chose en oncogénétique. Et c'est la même chose sur la partie multipathologie, puisqu'en fait là, on traite différents cancers, hein. Il y a la partie cancer du sein, cancer de la prostate en fait chez l'homme, mélanome, le poumon, colorectal, ainsi qu'en fait les maladies cardiovasculaires. Donc ça permet en fait d'avoir à la fois sur le multipathologie un bilan de santé traditionnel allié à la médecine prédictive. L'objectif, évidemment, c'est de baisser vos facteurs de risque pour faire en sorte que la maladie ne se déclare pas ou alors d'avoir un protocole de suivi personnalisé. Et si la maladie se déclare, évidemment, en fait, elle est prise très en amont. Et donc, en fait, vous êtes plutôt sur un cancer de stade 1 avec, en fait, des traitements moins invasifs et moins lourds. Voilà, en fait, ce qu'est la médecine prédictive. Il y a Valérie qui nous dit en Belgique, si vous ne faites pas de suivi régulier type gynéco, dentaire, et si vous avez un problème, vous n'êtes pas pris en charge. Ce qui pousse Oui, à faire de la prévention. oui. Ouais, ce qui est vrai, alors aujourd'hui, ça n'est pas une obligation légale en France, voilà, pour travailler en fait avec, on est partenaire avec, pas mal de courtiers, hein, comme Roderer, Diot-Siaci, Mercer. Ils essaient juste en fait tous d'avoir aussi une éducation sur la prévention parce qu'on se rend compte en fait que, on n'a pas le temps pour la prévention et c'est vrai qu'on est tous pris dans nos vies et donc, très souvent encore une fois quand on va chez le médecin, c'est quand on a quelque chose. Quand on va chez le dentiste, c'est souvent quand on a mal aux dents, quand on a une problématique. Donc voilà, donc, en effet la prévention, il y a le gouvernement qui a un axe fort en fait sur la prévention. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'à la fois assureurs, courtiers regardent avec, un très fort intérêt, la partie prévention, puisqu'en fait aujourd'hui on est beaucoup en communication, mais maintenant en fait il faut qu'on travaille des axes de fond, pour justement qu'on soit plus en amont plutôt que dans la curation. Donc, sur cette partie, si je résume, en tout cas, on voit que les salariés français sont tous inquiets à l'égard de la réforme de retraite. Ils visualisent tous en fait, à hauteur de 80 que ça va avoir un impact sur leur santé, avec l'augmentation du niveau d'épuisement, un nombre d'arrêts de travail qui va augmenter, aborder la santé en mauvaise la retraite pardon, en mauvaise santé et aussi, augmenter les maladies redoutées. J'ai oublié tout à l'heure, en fait, dans la 5e conséquence, et là, en fait, je m'en rappelle, c'est 37 estiment qu'il va y avoir une augmentation du burn-out. Donc, on sait déjà aujourd'hui que c'est un sujet pour les entreprises. En tout cas, on voit qu'avant le burn-out, il y a l'augmentation des maladies redoutées et juste après, en fait, c'est le burn-out.
Enfin, on voit qu'une grande majorité pense que le bilan de santé, personnalisé avec suivi médical serait en fait un axe à utiliser pour contribuer au maintien à l'emploi en bonne santé. Et puis le Voilà burn-out, sur cette partie. ça va s'accélérer, c'est générationnel aussi parce qu'on en parlait, mais nous, on a une éducation vis-à-vis du monde du travail qui fait qu'on a toléré et qu'on tolère beaucoup de comportements au travail qui ne sont plus acceptés par les jeunes générations. Donc, qui Ouais. va favoriser le burn-out chez ces jeunes générations qui n'ont pas du tout la même vision des choses. Il y a un point qui était intéressant dans les commentaires. Le C'est curatif, ouais. alors non, quid Non. de la confidentialité de la santé des salariés? Ne risque-t-on pas que certains salariés refusent de mélanger travail et santé? Alors c'est une question auquel on est souvent confronté. Alors déjà, en fait, tout ce qui est bilan de santé, c'est sur la base du volontariat, c'est anonyme. Donc l'entreprise ne sait absolument pas qui a fait ces bilans et quels sont les résultats. D'abord, on est sous le secret médical, ça c'est le premier sujet et encore une fois, ça n'est pas en fait une obligation. Donc ça c'est la première chose. On nous dit souvent en fait, il y a certaines sociétés, qui nous disent: «Ah bah oui, mais ça peut être intrusif». On peut le prendre comme ça, sauf qu'aujourd'hui, en fait, ça n'est pas du tout, en fait, ce que pense le salarié et si elle pense que c'est intrusif, elle n'ira pas, elle ne sera pas volontaire, elle ne fera pas, en fait, son bilan et quand on voit qu'en fait, c'est une demande forte et bah, forcément, en fait, ça vaut le coup d'essayer et nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction, en fait, hein, de l'entreprise, en fonction du climat social de l'entreprise eh bien, en fait, le taux d'adhésion à ce type d'action est plus ou moins fort. On va dire que le moins fort est ce qui est normal pour une première action santé sur les maladies redoutées et c'est aussi en fonction du budget que vous y mettez. On va avoir en fait un taux, sur la cible, hein, par exemple, si on a une cible de, 200 personnes de plus de 40 ans à qui on propose en fait un truc de maladie redoutée, on va estimer que la première année, ça va être à peu près 30 de personnes qui vont y aller. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est que notre meilleur allié, c'est la machine à café. Parce qu'en fait, ils en parlent: «Tiens, je me suis inscrit, j'ai eu ma première téléconsulte, c'était super», voilà donc et on voit, nous, ça fait effet boule de neige. Et si, en fait, vous laissez ouvert, en fait, la plateforme et ben, on voit qu'en effet, les premiers salariés qui ont fini leur bilan et ben, ça en entraîne d'autres. Et en fait, on voit qu'on a d'ailleurs, en fait, alors les entreprises ne le laissent pas tout le temps ouvert, hein. Elles ont, en fait, un moment d'inscription et elles se disent: «Bah, voilà, moi, sur mes 200 salariés de la cible, je vais prendre, par exemple, 30 ou 40 bilans». Au-delà des 40 bilans, la plateforme est fermée pour les inscriptions et puis après, en fait, on voit si elles refont une autre opération. On a un taux, en fait, en tout cas de renouvellement de nos clients qui est, là, parce que ça fait que 2 ans simplement, entre 2 et 3 actions, en fait, de renouvellement. Donc on voit, en fait, qu'il y a vraiment, une attente forte des collaborateurs et que les collaborateurs sont très satisfaits. Donc voilà pour répondre, en fait, à votre question. Et en termes d'âge, justement, il y avait une question à quelle classe d'âge c'est proposé? Alors, en fait, pour les bilans prédictifs et ça, c'est parce qu'en fait, tous nos tests et on s'appuie sur des publications, c'est à partir de 40 ans. Donc les bilans prédictifs associant en fait le multifactoriel avec la génétique et pour les bilans de santé, on peut le démarrer en fait, très vite. Donc, le bilan de santé, traditionnel, que vous devez déjà connaître, là, l'objectif en fait et chez nous, c'est qu'il est fait par des experts de médecine prédictive donc qui maîtrisent parfaitement en fait les facteurs de risque et là, l'objectif, c'est que si on le propose même à un salarié qui a 28 ans, c'est justement aussi de faire de la prévention, de regarder ses habitudes alimentaires, ses habitudes de vie, de voir si son bilan sanguin en fait est bon, et puis de l'orienter en fait justement pour une prise en compte, une meilleure prise en compte en fait et un meilleur agissement sur sa santé. Donc en fait, ça fait à tout âge et pareil pour le bilan nutrition. Donc voilà. OK. Voilà pour cette partie. Est-ce qu'on a répondu à tout le monde? Alors j'ai vu en fait aussi que, je sais plus, il y avait une question en fait avant, je crois que c'était, juste avant, ouais, c'était celle-là. Mais, voilà en tout cas déjà pour cette partie-là. Tu veux qu'on avance en fait, Christophe? Ouais, bon, il y a Angéline qui nous demande le coût d'un bilan prédictif. Alors, ça va être en fonction du nombre de bilans que vous allez prendre. Grosso modo, un bilan prédictif, du cancer du sein, on est aux alentours de 350 € par salarié.
Un bilan prédictif multipathologie, c'est un peu moins de 500 € et sur la partie bilan de santé, dont on a parlé, qui est pour tout le monde, là, on est un tout petit peu en dessous des 300 € et pour le nutrition, en fait, on est à 75 €. Donc c'est des choses qui sont assez abordables, d'autant que toujours et je le redis, quand vous avez une cible de 1 000 salariés, on le voit, hein, sur plein d'entreprises parce qu'on travaille à la fois avec des très grosses entreprises et des petites entreprises et ça, ce qui est très bien, c'est qu'on voit d'ailleurs que les plus petites entreprises, ou les moyennes entreprises, inférieures à 250 salariés se jettent, vraiment, plus facilement dans la bataille, avec un processus de décision forcément qui est beaucoup plus court, c'est pas parce que vous avez 1 000 salariés de plus de 40 ans que vous allez devoir vous dire: «Je vais devoir acheter 300 bilans». On a pas mal d'opérations où la cible, c'est 1 000 salariés et l'entreprise n'achète que, 70 ou 100 bilans et ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le webinaire, ou la conférence en fait en présentiel. Donc là, l'objectif, c'est d'embarquer tout le monde, même les hommes, quand on est sur du bilan prédictif du cancer du sein pour Octobre Rose. Ou Movember, en fait, on embarque aussi les femmes, avec de la prévention. En fait, même si on a peu de bilan, et ben, ça fait le job. Alors je vois, en fait, ils sont plus abordables pour les gros groupes que, pour les entreprises d'inférieur à 50 salariés. Eh bien aussi, l'intérêt, c'est que quand vous êtes 50 salariés, et ben, ça veut dire qu'en fait, déjà, tout le monde ne va pas le faire. Donc si vous avez 50 salariés, par exemple, font tous, et vous voulez leur offrir un bilan classique, et ben, on va dire que peut-être que ça va être 30 la première année. Donc vous voyez, 30 ça vous fait 3 fois 5, ça fait 15 bilans, en fait, à acheter et ça, vous pouvez, en fait, aussi aller chercher des budgets. Alors vous n'avez pas forcément de budget marque employeur, mais il y a le budget au degré de solidarité. Vous pouvez, en fait, aussi vous retourner auprès, en fait, de votre assureur ou de votre courtier, pour voir, en fait, s'il peut en financer une partie. Enfin, voilà, il y a toujours des solutions pour aller en trouver et encore une fois, sur les petites entreprises et nous, on le voit parce qu'on a pas mal d'entreprises aussi inférieures à 50 salariés et ben, c'est 3 ou 4 bilans qui sont achetés parce que comme ça leur permet de faire une grande campagne. Premier inscrit, premier servi et les collaborateurs le comprennent très bien et donc après l'entreprise se laisse le loisir de dire: «Bah, OK, j'ai démontré que ça fonctionnait et donc je vais aller chercher du budget pour remettre en place, en fait, une autre opération». Est-ce que c'est pas un levier aussi de négociation auprès des assureurs, de dire: «J'ai mis ça en place dans mon entreprise pour faire baisser ces taux»? Alors ça pourrait, parce que nous, en fait, on est vraiment, voilà, on sait qu'en fait, à terme, ça baisse la sinistralité et donc ça baisse, en fait, les arrêts maladie. Donc ça, il y a des études qui le prouvent, hein, avec, voilà, des scores de risque, enfin de toute la partie en fait, des protocoles en fait qui ont été suivis et qui montrent en fait réellement une baisse en fait, des arrêts maladie, en tout cas une baisse de la survenance des maladies. C'est surtout que je pense que ça peut faire partie aussi, en fait, alors ça c'est pour les plus grosses entreprises, on l'a vu, des NAO, ça on le voit, des accords QVCT, quand vous avez des accords QVCT. Ça peut aussi, en fait, on dit, bah, ça peut être aussi, voilà, dans les budgets RSE. Voilà, je vois que quelqu'un, en fait, l'a dit aussi. On peut se dire, en fait, aussi que, eh bien, en fait, on prend des cibles différentes. C'est-à-dire, par exemple, l'année 1, ça peut être les personnes de 40 à 45. L'année 2, bah, de 45 à 50 et puis en parallèle, en fait, bah, j'adresse, par exemple, tous ceux qui sont moins de 40 sur du nutrition parce que c'est beaucoup moins cher. Donc en fait, nous, on accompagne toutes les entreprises justement pour trouver le bon mix, pour essayer de mettre en place ce type de dispositif avec un impact majeur, avec un budget qui est limité. Parce qu'en fait, on voit que c'est le frein majeur, en fait, des entreprises et on voit que ça fonctionne. Donc voilà. On poursuit sur la 3e partie. Donc en effet, l'année dernière, on avait déjà demandé, hein, quelles étaient les actions qui étaient mises en place. Ce qu'on peut constater, c'est que seulement 6 en fait des salariés citent en spontané des actions liées à la santé, mais qui sont surtout, quand on regarde, liées aux dispositions légales, c'est-à-dire la visite médicale, les infirmiers du travail et le suivi psychologique. L'année dernière, comme je vous le disais, seulement 24 des entreprises disaient qu'elles avaient un budget dédié, alors que 90 des entreprises et des salariés disaient qu'il fallait absolument un budget plus conséquent, à mettre en œuvre pour dédier à la santé. Mais ce qu'on avait vu l'année dernière sur les 24 c'est que c'était quasiment, en fait, aujourd'hui, exclusivement réservé aux obligations légales. Donc là, ce qui est mis en place aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'accompagnement des salariés en cas de problèmes psychosociaux, donc burn-out, bore-out, quiet quitting.
via la mise à disposition de psychologues. Donc ça, c'est les fameuses plateformes, hein, auxquelles, certains salariés ou collaborateurs ont accès. Donc ça, c'est 37. La proposition d'activités sportives ou de subventions pour la pratique du sport, donc pour 35, et l'évaluation des risques psychosociaux de type burn-out, bore-out, quiet quitting pour 30 en fait, d'entre eux. Vous voyez sur le côté, en fait, des petites choses qui ont été dites, hein, une salle de repos, des réunions pour expliquer comment gérer notre stress, et cetera. Ce que je vous disais, en fait, en préambule, c'est qu'en tout cas, on avait posé l'année dernière la question: «Est-ce que selon vous, l'entreprise est légitime pour investir sur la prévention santé des salariés?» On a la même réponse que l'année dernière: «Oui, l'entreprise est légitime», puisque 70 donnent une note supérieure à 7 sur 10. Donc ça, c'est des critères Ipsos. Ils estiment qu'au-delà de 7, eh bien, en fait, c'est complètement légitime. Donc c'est pour ça qu'on voit que l'entreprise peut se saisir de ce sujet, parce que les salariés sont d'accord, en fait, et sont en phase avec cette chose. Ensuite, donc là, on voit que veiller au bien-être des collaborateurs, c'est devenu essentiel, pour les entreprises, puisque la prévention des risques de maladies redoutées via la mise en place des bilans de santé arrive en 5e position. Donc là, on voit là les actions pour lesquelles l'entreprise est légitime et ce qu'ils souhaiteraient voir. Donc ce qu'on voit, c'est un, proposer des outils pour lutter contre le stress et le maintien de la santé mentale, c'est 86. Suivre le bien-être global de ses salariés en réalisant des enquêtes internes. Il y a tout un tas de plateformes, en fait, qui sont disponibles pour faire ça. Ça, c'est pour 82. Inciter et éduquer les collaborateurs à prendre soin de leur santé individuelle pour 76 d'entre eux. Ça, c'est intéressant, mais c'est marrant parce qu'il y a une étude, qui est sortie, en Angleterre et qui dit que l'impact, de campagnes d'affichage, en entreprise ou de webinaires a un impact quasi nul. Parce qu'on sait qu'en fait, il faut, pour pouvoir changer les habitudes, il faut en fait, avoir quelque chose de régulier et être appelé en fait, entre guillemets, avoir des rappels en fait successifs pour changer nos habitudes. Donc attention en fait à se dire: «Bah, voilà, moi j'ai fait de la communication, ça suffit». C'est comment en fait aller un petit peu plus loin et pousser le curseur en fait un petit peu plus loin. Encourager la pratique sportive et proposer des bilans. Ce qui est intéressant sur ces 3 items, sur proposer des bilans de santé dépistage pour prévenir les maladies redoutées, encourager la pratique sportive et inciter, c'est au même niveau quasiment, et donc ça, c'est important parce qu'on voit en fait que là, on met au même niveau le sport qu'un bilan de santé. Donc c'est là où on voit quand même, et pourtant en fait, c'est pas la même chose. Mais c'est un vrai avantage par contre le bilan de santé. Je regardais là les textes sur le sport en entreprise qui s'est démocratisé, on va dire, depuis 3 ans, mais en fait, pas par hasard. Il s'est démocratisé parce qu'il y a une modification URSSAF, tout simplement, et de déductibilité du résultat de Bien sûr. l'entreprise, Oui. ce qui n'était pas le cas avant. Avant, financer du sport en entreprise, c'était un coût net pour l'entreprise, non déductible. Donc la réglementation a aussi changé et a permis, c'est pour ça que depuis 3 ans, on voit une constante évolution par rapport Ouais. à cette activité. Le bilan santé, ça vient, à mon sens, vraiment comme un véritable avantage, à mon sens, au même titre que de la rémunération. C'est plus fort. Là, selon moi, hein, les entreprises qui vont mettre ça en place, ça vient compléter un package et, Ouais. et en ce sens, c'est ultra différenciant. Il y a Camille qui nous dit, comme c'est sur la base du volontariat du salarié, ce qui est compliqué, c'est de toucher les personnes qui ont le plus besoin de prévention. Les salariés qui ont une hygiène de vie impeccable vont être plus aptes à faire ces bilans. Alors pas forcément, en fait, on le voit, ça dépend déjà si vous estimez, par exemple, que les salariés, entre 55 et par exemple, 64, ont besoin des bilans de santé. Bah, typiquement, c'est une cible, en fait, qu'on va adresser, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on définit les cibles. Quand les cibles sont très larges, par exemple, et on le voit, en fait, avec un transporteur qui estime que, voilà, ces salariés, bah, ils sont souvent, en fait, sur la route, et que, les personnes les plus à risque, c'est au-delà de 58 ans. Et ben, en fait, on a décidé, de cibler que les personnes, en fait, au-delà de 58 ans. Donc voilà, donc ça, c'est des choses en effet qu'on peut faire, et puis aujourd'hui, je pense que c'est en train, l c'est relativement simple parce que c'est sans contrainte, et donc on voit en effet, que, bah, en fait, les salariés ont aucune peine, en fait, à s'inscrire puisque c'est sur l'anonymat. C'est très simple, vous vous inscrivez sur une plateforme en ligne, vous avez votre visio,
Vous avez juste à aller faire évidemment en fait une prise de sang et une mammographie pour la femme, mais voilà, c'est très, très simple. Donc en fait, ça reste très accessible. Alors, je vais quand même répondre un truc à Camille, parce que ça veut dire que Camille, vous partez du postulat que vous êtes capable d'identifier, vous, quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie et que potentiellement il va être plus favorable à une maladie plus à risque. Ce qui est complètement faux en fait, hein. Il y a plein de personnes en fait qui vont contracter un cancer, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui font du sport. Ouais. Il y a plein de... Là, j'ai un ami qui vient de faire un AVC il y a 3 semaines. Il fait du sport, il fume pas, il a jamais bu une goutte d'alcool. Donc, c'est pas, il n'y a pas de type prédéfini en fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas se baser là-dessus en se disant ah bah tiens, on a des collaborateurs, ceux-là, ils ont l'air de pas avoir une bonne hygiène de vie, on va leur proposer en priorité. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et puis, il faut pas oublier une chose, si l'entreprise propose, mais ça reste quand même de la responsabilité du collaborateur de Ah dire bien j'y sûr. vais pas. Ouais, ouais. Donc, on est vraiment dans de la prévention, de la sensibilisation pour faire prendre conscience aux gens. Mais après, vous n'obligerez pas vos salariés à le faire. Non, et ce qui est intéressant, c'est justement, c'est que dans ce cas-là, quand vous faites le webinar ou la conférence en présentiel, vous embarquez tout le monde et je le redis parce qu'on a travaillé avec une entreprise du BTP où il y avait quasiment pas de femmes. Ils ont souhaité, aller dans le bilan prédictif du cancer du sein avec en fait, évidemment un webinar, de lancement. Il y a eu énormément d'hommes de présents et donc l'infirmière en fait, au travail était extrêmement contente en disant: «C'était carton plein» parce que moi j'ai eu plein de demandes après d'hommes en me disant: «Moi, ma femme ne fait pas en fait son dépistage obligatoire à 50 ans, comment je peux l'aider en fait pour, qu'elle aille le faire?» et cetera. Donc voilà, donc on renforce tout ça, donc ça résonne à un moment donné, hein, donc ça va résonner. Hem Ensuite, donc si on avance un petit peu, on voit que 79 des salariés sont intéressés pour bénéficier d'un bilan prédictif, si c'était proposé. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que le bilan prédictif va encore plus loin, en fait, un bilan de santé classique. Donc on pourrait se dire: «Bah, ils sont frileux» et ben, en fait, non. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous posiez la question, en fait, au DRH ou au RH l'année dernière, bah, finalement, l'entreprise, elle était plus frileuse. Et donc, c'était quasiment en fait 68 en fait, des DRH et en fait, on se rend compte que et c'était pareil pour les bilans de santé. Les bilans de santé, l'entreprise, enfin le DRH ou le DG disant: «Ah bah non, 65 et en fait, là, le salarié, lui, il était déjà à 80 et donc là, il y a un décalage entre ce qu'attendent les salariés et ce que l'entreprise, en fait, souhaite poser et donc c'est toutes les questions d'ailleurs que vous posez. Est-ce que je ne suis pas trop intrusif? Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'il va y avoir des freins? Comment je peux les lever? Comment je peux parler de ça, en fait, en entreprise? Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des entreprises comme nous, il y en a d'autres, hein, qui vous accompagnent, en fait, sur ce type de sujet. Et donc les bénéfices sont très identifiés, hein. Donc, pour 93 ça va me maintenir en bonne santé et éviter les arrêts maladie. Pour 89 ça va augmenter mon sentiment de bien-être. Donc là, on renforce le bien-être et pour 77 ça va renforcer mon attachement. Moi, je citerai 2 verbatims qui m'ont beaucoup touchée, en fait, dans, les enquêtes qu'on fait, après, qu'un salarié ait effectué un bilan. Heu, on a eu 2 verbatims forts qui étaient pas du tout de la même société. Un qui dit: «Enfin, on me considère en tant qu'humain». Premier verbatim, en fait, d'une personne qui a fait un bilan. Deuxième verbatim: «J'ai enfin le sentiment d'être considérée par mon entreprise. Je ne savais pas qu'elle se souciait de moi». Donc voilà, donc c'est quelque chose, en fait, de très fort et 100 des personnes, qui ont fait, le bilan estiment que c'était bienveillant de la part de l'entreprise. Ouais, il y a un vrai impact en interne. Exactement, exactement. Alors, je vois que l'heure tourne, alors je me dépêche. Donc là, ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On voit qu'en fait, que 70 quasiment des Français n'ont jamais mis en place un protocole de prévention et de suivi avec leur médecin traitant. Déjà, en effet, bah, c'est compliqué d'avoir accès à un médecin traitant et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait l'âge médian pour débuter la prévention. On voit que les 18-34, en fait, c'est 36 ans. Les 35-44, bah, c'est 42. Et puis pour les 55-65, c'est 50 ans. Donc voilà.
Donc, Il y alors, avait en quoi une- le bilan prédictif est plus poussé? Je vais répondre. Alors déjà, en fait, votre médecin traitant, il n'a pas de critères, multifactoriels et il n'a pas de bilan génétique. Donc, c'est en ça que c'est plus poussé, puisque vous savez tous, en fait, que dans nos gènes, nous avons des risques, en fait, de développer certaines maladies. Typiquement, en fait, dans nos gènes, là, je vais parler, par exemple, d'Alzheimer, nous pouvons, en fait, savoir si demain nous avons, une quantité à développer Alzheimer. Alors nous, en fait, on ne va ressortir que les maladies sur lesquelles je peux agir. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est bien beau de savoir que je suis à risque sur Alzheimer, mais je ne peux rien faire. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc là, l'objectif, c'est qu'en mêlant génétique, c'est ce que je vous disais, bilan clinique, histoire familiale, très poussé, on peut vous donner le score de risque en fait de survenance de la maladie. Aujourd'hui, ça n'existe pas chez un médecin traitant. Aujourd'hui, ça existe puisque vous pouvez avoir accès à notre dispositif au sein de l'hôpital américain, au sein de la Pitié-Salpêtrière, au sein d'autres hôpitaux en fait en France et aussi à l'étranger. Mais en fait, et certains gynécologues, en tout cas sur la partie bilan prédictif, utilisent en fait notre dispositif, pour faire de la prédiction de risque sur le cancer du sein. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Et donc là, on arrive à la conclusion. Ce qu'on peut dire, en effet, il y a de fortes attentes en fait des salariés en matière de bien-être et d'action santé dans un environnement de travail qui est surmenant. On l'a vu, hein, donc les salariés français sont stressés. Il y en a que 44% qui se sentent bien en fait et motivés. Et enfin, les salariés en fait français en critères de choix et de fidélité, dans le top 3, on a toutes les actions qui vont favoriser la santé en fait et le bien-être. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que la réforme des retraites, elle a renforcé ces attentes et on le voit déjà par rapport à l'année dernière et ça génère des fortes inquiétudes sur le maintien en emploi en bonne santé. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, ils veulent que l'entreprise investisse en fait les actions de prévoyance et les actions santé. Enfin, les actions santé, notamment le bilan de santé, c'est un nouveau dispositif qui est attendu au même titre en fait que la partie tout ce qui est santé mentale, sport. On est vraiment dans les 5 critères qui sont à intégrer pour renforcer la marque employeur, maintenir en activité. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'allongement de la vie professionnelle, ça ne fait que renforcer toutes les attentes déjà exprimées par les salariés l'année dernière. On le voit, il y avait déjà des fortes attentes, mais tout ça est encore très, très peu mis en place. Faute de budget, faute de savoir aussi comment je le prends. Et donc aussi, il y a à repenser tous les avantages qui sont mis en place, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, et ce qui est déjà super, hein, c'est les titres repas, la prévoyance, la mutuelle, les chèques cadeaux, ça fait partie en fait de tout ce que les salariés connaissent déjà. Ça devient en fait, c'est assez banalisé. Donc déjà, c'est comment est-ce qu'on peut remettre tout ça en fait et montrer que c'est des avantages qui sont quand même conséquents et comment est-ce qu'on peut intégrer en fait de nouveaux avantages pour renforcer l'engagement, la fidélisation, augmenter l'expérience collaborateur, hein, parce qu'il va y avoir vraiment, en fait, ça va renforcer l'expérience collaborateur et donc ça va être un véritable atout pour la marque employeur. Voilà, je crois qu'en fait, moi, j'ai fini pour tout ça. Donc, s'il y a des questions ou si on a un peu dépassé. Il y a Eva qui demande si une fois que le bilan est effectué et la maladie détectée, quelles actions? Alors, déjà, en fait, nous, on ne détecte pas la maladie. Alors, malheureusement, ça nous est arrivé dans le cadre de bilans de santé, notamment lors d'une mammographie, où la personne a arrêté le bilan prédictif et n'a pas suivi le parcours patient puisqu'en fait, elle avait quelque chose et donc en fait, elle a arrêté parce qu'elle a dit qu'elle avait été dépistée. Mais justement, elle a remercié son entreprise en disant: «Bah, voilà, j'aurais jamais fait de mammographie à moins de 40 ans parce que j'avais pas d'histoire familiale lourde» et cetera. Et donc en fait, ça, c'est le premier sujet. Et donc, nous, en fait, on est en score de risque. Donc, c'est comme si demain, vous alliez chez votre médecin et que vous fumez, il va vous dire: «Voilà, essayez de baisser votre facteur de risque évidemment, c'est, de fumer et donc c'est, la partie, cancer du poumon». Et bien là, c'est pareil, nous, on va être sur toutes les maladies et on va regarder tous les risques plus la génétique. Donc nous, en fait, vous n'avez pas de maladie à l'instant T. Alors l'intérêt de nos bilans, c'est qu'aujourd'hui, ils s'adressent à des personnes saines ou des personnes qui peuvent être malades, mais avec d'autres maladies. C'est vrai que si vous avez déjà un cancer, évidemment, vous n'allez pas faire un bilan de multipathologie. Mais en tout cas, c'est là la puissance, en fait, de notre outil, c'est qu'on s'adresse à des personnes saines et qui veulent agir, en fait,
fait, sur leur santé. Et donc, en fait, en effet, l'action de l'employeur, lui, il a aucune action, si ce n'est, en fait, de continuer à faire de la prévention, en fait, au sein de l'entreprise. Et par contre, lui, le collaborateur, il a un protocole de suivi, donc avec, en fait, des actions à faire. Et de toute façon, une fois son bilan a fait, chez PrediLife, 9 mois après, on lui renvoie un questionnaire de santé pour voir, en fait, si ses données de santé ont changé. S'il y a des données, en fait, majeures qui ont santé, alors, en fait, il a une 3e téléconsultation, pour revoir, en fait, son protocole de suivi avec l'un de nos médecins. Et si rien n'a changé, l'entreprise, en fait, peut, lui donner, en fait, accès à un suivi au long cours, puisqu'en fait, on a un module, c'est ce que je vous ai présenté, qui est tout seul, en fait, le bilan de santé. Et on a aussi un module, en fait, sur un suivi au long cours de 3 ans, avec un programme santé de 3 ans pour un collaborateur ou une collaboratrice. Voilà. Et si vous êtes entrepreneur, oui, vous pouvez avoir accès, en fait, en termes à ce dispositif. Voilà, vous pouvez tout à fait, en fait, puisque vous pouvez vous «l'offrir» entre guillemets, donc vous pouvez, en fait, nous envoyer un mail, et donc vous pouvez, en fait, avoir accès à ce type de choses. Et d'ailleurs, en fait, on est en train de regarder avec les assureurs comment est-ce qu'on peut aller chercher, en fait, justement les TNS, pour, en fait, intégrer ce type de dispositif aux assurances, en fait, TNS. Super. Voilà. Merci Anne. Eh ben, merci à tous, hein, de nous avoir suivis. Christophe, merci pour ton invitation. C'est toujours un plaisir, en fait, d'animer un webinaire avec toi. Et ce webinaire, vous le retrouverez dès demain matin sur MyRH Line. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci Anne, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Et au revoir.